Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres de cette édition. Faut-il prier pour que sa santé s'améliore ou faut-il le laisser partir? C'est la question qui plane sur l'Afrique du Sud alors que Nelson Mandela est de nouveau hospitalisé pour une infection pulmonaire. Son état serait grave mais stable. Au Congo-Brazzaville, les habitants de Pointe-Noire vivent à proximité des immondices. La ville a urgemment besoin d'un service de nettoyage et de graves maladies comme le choléra font leur retour. Mais avant de développer ces titres, allons au Burkina Faso. Troisième jour des pourparlers intermaliens à Ouagadougou entre le gouvernement et les mouvements armés. Les discussions qui se poursuivent à huis clos depuis hier déboucheront très probablement sur un accord en fin d'après-midi. C'est en tout cas ce qu'espère la médiation de la CEDEAO conduite par le Burkina Faso. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Sékou Tangara. Les autorités parlent d'un état grave mais stable. L'ex-président sud-africain en est à son 4e jour d'hospitalisation. C'est d'ailleurs la 3e hospitalisation de Nelson Mandela depuis le début de l'année pour une infection pulmonaire. Et si nombreux sont ceux qui prient avec ferveur pour son rétablissement, dans beaucoup d'esprits, l'idée de le laisser partir fait son chemin. Rappelons-le, Madiba est âgé de 94 ans. Il est temps de le laisser partir. À la une du Sunday Times, le fatalisme des proches de Mandela et d'une partie des Sud-Africains prêts à se résoudre au pire. Peu à peu, les appels à laisser le héros de la lutte anti-apartheid finir sa vie paisiblement se multiplient, mais beaucoup espèrent toujours. Il est tout à fait naturel que tout le monde veuille s'accrocher à lui autant que possible. Nous savons qu'il ne va pas bien, mais nous espérons qu'il se rétablira. En même temps, nous devons aussi respecter ses amis et sa famille en ce moment, où ils ont besoin d'être avec leur père ou leur grand-père. Nous continuons à prier pour lui. Prier, comme l'a demandé le président Jacob Zuma, et croire à son rétablissement, comme en témoigne la une de ce journal populaire où l'on peut lire « Mandela se bat pour la vie ». À travers tout le pays, la ferveur est intense. Je prie et j'attends son rétablissement pour qu'il puisse transmettre son héritage, nous voir prospérer et continuer à porter son combat, celui de la liberté. Après 3 semaines d'offensive difficile de prouver la victoire de l'armée nigériane contre Boko Haram, les militaires ont fait appel à la presse pour relayer l'opération, mais les traces de la traque de cette secte islamiste ne sont pas vraiment visibles. Comme des trophées de guerre, l'armée nigérienne présente fièrement à la presse ses armes et munitions, mais aussi ses véhicules apparemment abandonnés, mais aussi calcinés, histoire de prouver sa victoire. Nous sommes dans le camp Osari, près de la frontière du Nigeria et du Tchad. Quelques centaines de mètres carrés qui servaient de base aux combattants islamistes radicaux de Boko Haram. Ces insurgés auraient fui en direction du Niger, du Tchad ou du Cameroun voisin. Plus de 3 semaines après le début de l'offensive militaire lancée par Abuja, voilà le résultat exhibé aux journalistes par les soldats. Ils ont quitté leur quartier général dans le bush et on s'est retiré de la zone. Quand vous y irez, vous verrez quelques objets brûlés par eux, pas par nous. Ils ne voulaient pas qu'on découvre ça et on a dû les détruire avant de partir. En revanche, on ne voit sur le sol aucune trace de combat. Ni corps, ni trace de sang, pas non plus de douille. Les islamistes auraient emporté avec eux leurs cadavres, selon un militaire. Une opération de sécurité globale, c'est le terme donné par Abuja pour cette traque de Boko Haram. La précédente datait de 2009, 800 morts, dont de nombreuses bavures de l'armée nigériane envers les populations civiles du nord-est du pays. Alors cette fois, pour faire bonne figure, les militaires poursuivent leur opération communication dans ce village, avec un chef au discours bien préparé. Nous sommes très heureux car on a retrouvé nos familles et nos épouses, donc on doit être très heureux. Depuis le 13 mars, nous avions quitté nos maisons et nous voici de retour, donc on est très heureux. Il y a 2 mois pourtant, l'armée nigérienne avait tué 200 habitants du village de Baga, situé dans le même état de Borno. Près d'1 mois après l'état d'urgence décrété dans la région, il reste difficile, surtout pour les civils, d'évaluer les vrais résultats de cette offensive.
Une manifestation a tourné au drame ce samedi en Libye. La contestation visait une milice. Les affrontements qui sont survenus ont fait environ 30 morts et des dizaines de blessés à Benghazi, berceau de l'insurrection qui a conduit à la chute de Kadhafi en 2011. Et pour les faits, des échanges de coups de feu ont eu lieu durant plusieurs heures aux abords du siège de cette milice, composée d'anciens rebelles. Les forces spéciales sont intervenues pour mettre fin aux violences. Le Premier ministre a demandé l'ouverture d'une enquête et le chef d'état-major de l'armée a démissionné hier. Retour au pays pour des Ivoiriens qui s'étaient réfugiés il y a 2 ans au Togo. Ils sont 120 et avaient quitté le pays durant la crise post-électorale. C'est le 32e convoi organisé par le SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, et ce depuis le début de l'année. Retour au bercail de 120 réfugiés ivoiriens au Togo. Exilés dans ce pays depuis la crise post-électorale, ces Ivoiriens expriment leur joie de regagner la terre qui les a vus naître. Nous sommes contents de retrouver la terre de nos ancêtres. Voilà. Lorsque nous venions, nous chantions dans le car. Parce que nous n'avons pas imaginé cela de cette façon. Nous avons été accueillis par le Sahara, le HCR. Donc nous sommes vraiment très heureux de retrouver notre pays. Nous venons participer bien évidemment à la reconstruction du pays, nous inscrire dans le processus de réconciliation. Certains voudraient être bien évidemment subventionnés pour pouvoir trouver des logements. Les étudiants voudraient avoir des prises en charge pour avoir facilement accès à l'université. Un retour qui a été possible grâce à une synergie d'action entre le SARA, les services d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR. Il y a une mission qui est venue ici. Cette mission a allé rendre compte à la communauté ivoirienne réfugiée au Togo. Et on constate qu'aujourd'hui, on a 120 réfugiés qui reviennent au pays. C'est une satisfaction réelle pour le Sahara. L'appel du président est en train d'être entendu. Parce que vous constaterez, depuis le début de l'année, en 2013 par exemple, c'est le 32e convoi. Donc on peut dire que les choses vont dans le bon sens. Comme pour le précédent, les réfugiés de ce 32e convoi du Sahara et du HCR ont été enregistrés pour bénéficier de l'aide dans le cadre de leur réintégration sociale. L'insalubrité, les habitants de Pointe-Noire connaissent bien le phénomène. Dans cette ville du Congo, Brazzaville, il n'existe pas de service municipal de nettoyage. La ville a cruellement besoin d'assainissement. La population côtoie les déchets qui font partie du paysage. La situation est inquiétante avec le retour de maladies comme le choléra. C'est le quotidien des habitants de Pointe-Noire. Ils cohabitent depuis des années avec les immondices éparpillés dans les rues, les déchets qui s'amoncellent et qui polluent les rivières, une insalubrité qui exaspère la population. L'État congolais doit nous aider parce qu'il n'y a pas de caniveau ici pour que l'eau s'évacue. La saison sèche est là. Il faut nettoyer, on ne dormait pas à cause des inondations. L'eau stagnante infectée de moustiques, les déchets qui côtoient les aliments, ce sont autant de vecteurs de maladies. Une situation qui empire à Pointe-Noire où de nombreuses voix s'élèvent pour demander une intervention de l'État. La gestion des déchets incombe aux collectivités. C'est pas monsieur tout le monde qui doit gérer les déchets, c'est la collectivité locale. Donc c'est les villes qui ont l'obligation de gérer les déchets ou éventuellement l'État, donc le ministère de tutelle. Devant l'indifférence des pouvoirs publics, certains habitants se sont improvisés éboueurs en collectant les déchets des ménages dans certains quartiers moyennant finance. Mais se pose toujours le problème de l'absence de décharge. Que faire des ordures? Déléguer ce travail-là aux entreprises privées et accompagner ce travail par une politique locale de gestion de déchets, un plan directeur de gestion de déchets et enfin une campagne d'information, de communication et d'éducation à l'endroit des populations pour les changements de mentalité. Il y a urgence. En l'absence de politique d'assainissement, Pointe-Noire doit de plus en plus faire face à une recrudescence de maladies comme le choléra ou la poliomyélite. L'insalubrité favorise aussi le développement du paludisme. Elle s'appelle Mame Timba et elle a remporté le premier prix des participants hors Canada du concours international de dictée pour lequel elle représentait le Sénégal. Ses camarades dans son école, Mamadou et Binta, ont organisé une fête en son honneur. Cette petite fille de 11 ans fait la fierté de tous ceux qui l'entourent.
Les élèves de l'école Mamadou et Binta ont tenu à réserver un accueil digne de son nom à leur lauréate, Mam Matimbaye, la gagnante du concours international de dictée au Canada, une petite fille de 11 ans, très studieuse et gentille selon ses amis. Mam Mati, c'est une battante, une guerrière. Elle est comment à l'école? Elle est très bien, elle est sage, elle travaille bien, depuis la maternelle. Première de sa classe durant tout son cursus primaire, Mam Matimbaye a su se distinguer par son sérieux et sa nature très calme. C'est une fille très studieuse, et qui aime les études et surtout très calme. Le 26 mai dernier, Mam Matimbaye a représenté dignement son pays. Studieuse certes, Mam Matimbaye est également très pieuse, nous dira son encadreur. Ce qui m'a bien marqué avec elle durant tout le moment que je suis 4 jours ou bien une semaine avec elle, elle répare les prières. Être première au concours international de la dictée est certes une fierté pour la nation sénégalaise, mais également pour son école et ses professeurs qui l'ont vu grandir. Elle nous a fait grand honneur, elle a fait honneur à sa famille, elle fait honneur à son école, elle fait honneur à tout le Sénégal. Serait-ce un don du ciel ou une continuité? Je fus comme elle quand j'étais jeune, quand j'avais son âge. J'ai remporté beaucoup de prix, beaucoup de distinctions, donc ça ne me surprend guère d'elle. Mam Matimbaye a livré un message à ses camarades pour qu'ils n'oublient jamais le pourquoi de ses efforts quotidiens pour être parmi les meilleurs. Faites honneur à vos parents car ils travaillent dur pour vous faire plaisir et pour que vous puissiez vivre dans de bonnes conditions. Comme disent tes camarades, que Dieu te bénisse, Mam Matimbaye. Les lutteurs sénégalais à Paris, une première. Ce week-end, durant une soirée, le palais Omnisport de Paris-Bercy a abrité 6 combats, des affrontements à la manière traditionnelle, au plus grand bonheur des Sénégalais de la diaspora et des Français aussi, amateurs de cet art de combat ancestral. Les lutteurs sénégalais ont envahi le palais Omnisport Paris-Bercy pour une soirée. 6 combats étaient proposés pour cette grande première en France. D'abord, c'était pour permettre aux Sénégalais de la diaspora de pouvoir avoir des événements où ils vont se retrouver. La deuxième chose, on a vu pratiquement au Sénégal, tous les touristes qui viennent là-bas, ils vont regarder la lutte. Donc c'est une manière de leur apporter ça ici à Paris. Au son des tambours qui ont rythmé toute la soirée, les hommes forts ont pris possession de la place. Mais avant les chocs, chacun a procédé à une longue et minutieuse préparation mystique. Objets enterrés, signes tracés sur le sable des arènes, danse et gris-gris. Un spectacle qui a séduit un public néophyte, mais déjà passionné. La musique, le rythme, le mélange entre la musique, le combat, enfin, c'est bien quoi, c'est bien orchestré. Au Sénégal, ce sport national qui autorise la frappe attire des dizaines de milliers de fans. Et le rendez-vous parisien compte au classement national. Le temps de se jauger, d'impressionner et les attaques fusent. Il faut allier puissance et rapidité, souplesse et technique pour terrasser l'adversaire, comme ici, Youssou N'Dour. Je suis très fier de gagner. Et je savais que je vais gagner. Mais le combat de la soirée opposait le bombardier de Mbourg, 147 kilos, à Baboy, l'ouragan de Pikine et ses 100 kilos. 2 champions en quête de réhabilitation. Bombardier a mis 25 secondes chrono en main pour effacer sa défaite de 2006 contre le même Baboy à Thiès. Une victoire à savourer. Il y a le public qui m'applaudisse. Voilà, je suis très content. Et il y a les gris-gris aussi. J'ai mis tous mes gris-gris parce que je ne dis pas que c'est la France, j'ai mis quelques gris-gris. J'ai mis tous les gris-gris. Bombardier a déjà remis sa ceinture en jeu pour l'année prochaine, espérant que le public réponde cette fois en masse dans la nouvelle arène parisienne.
Et on termine avec du football. Le week-end a été dominé sur le continent par les matchs de la 4e journée des éliminatoires du mondial Brésil 2014. La Côte d'Ivoire et l'Égypte sont toutes proches de la qualification après leur victoire respectivement face à la Gambie 3-0 et le Zimbabwe 3-1. Le Burkina Faso et le Togo se sont relancés. Les étalons sont allés battre le MENA du Niger par 1-0. Les éperviers ont dominé les Lions indomptables du Cameroun 2-0. Et en ce qui concerne les Aigles du Mali, ils se sont compliqués la tâche après leur nul 1-1 à domicile devant les Amavubi du Rwanda. Yacouba Dansoko fera le point de cette 4e journée ce mardi dans l'émission Shoot en direct à partir de 22h15. Voilà, c'est la fin d'Afrique Midi. Merci à vous de nous avoir suivis où que vous soyez et bonne suite de programme. N'oubliez pas ce soir à partir de 19h45 Afrique Soir. À demain.